L'interview d'aujourd'hui est une interview inspirante. On va à la rencontre de Romain qui a ouvert son agence de location de voitures. Et dans cette interview, il partagera avec toi comment il a acquis son indépendance financière. Comment il a pu faire grossir sa flotte. Comment il arrive à louer des véhicules hors plateforme. Et pas que, on va aussi parler des problèmes qu'il rencontre avec ses locataires. On ne peut pas faire plus vrai que cette interview. Cette interview t'inspirera, j'espère, à toi-même te lancer et créer ton agence de location de voitures. Allons retrouver Romain. Bonjour Romain. Salut Zaïd. Merci de m'accueillir chez toi. Merci de m'accueillir dans ton jardin. Ah ouais. Ça fait un moment, hein? Ouais, c'est clair, ça fait plusieurs mois qu'on s'était pas vu là. Bien, je pense bientôt un an ou un peu plus. Je crois quelque chose comme ça. Un peu ouais, plus. ouais. Beaucoup de choses ont sûrement changé là. Ouais, c'est clair, c'est clair. On va en parler dans cette interview. Par rapport à mon objectif, ça a été quand même plus rapidement que ce que je pensais. Après, j'ai aussi des soucis, bien évidemment. On en parlera. Ça marche. On en parlera. Mais la première chose que j'aimerais te demander, c'est par rapport à ton appréciation de ce côté entrepreneurial que peu de gens arrivent à vivre en réalité. Le chemin parcouru en fait. Le chemin parcouru. Je voudrais que tu puisses nous faire un petit point par rapport à la liberté que procure l'entrepreneuriat, mais aussi les difficultés qu'on subit ou qu'on vit durant ce processus-là. Alors c'est ça qui est parfois un peu paradoxal, c'est qu'il y a deux différences entre liberté et sécurité. Il y avait un truc que quelqu'un avait dit et ça m'avait marqué, qui parlait des prisons de haute sécurité. Et là-dedans, il y a le mot sécurité, mais la liberté, il n'y en a pas du tout, quoi. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai ressenti parce que j'étais dans mon CDI, entre guillemets, avec beaucoup de sécurité, mais très peu de liberté. Et c'est une balance. Et maintenant, j'ai beaucoup de liberté, mais beaucoup moins de sécurité. Mais à choisir, je pense quand même que le sentiment de liberté, c'est quelque chose à laquelle je cherchais, je courais après ça. Et je suis vraiment très content d'avoir atteint ça. Mais d'un autre côté, on a un peu moins de sécurité. Mais bon, on fait avec, quoi. Et ça fait partie du deal, en fait. C'est ce que tu es prêt à donner pour recevoir la liberté. Donc, on peut conclure que cela vient avec un peu de stress. Ouais, tout à fait. Comment tu gères ce stress? Pas facile, parce qu'après, étant donné que j'ai d'autres projets aussi immobiliers et tout ça, ça s'est aussi combiné. Donc, par rapport au temps demandé et tout ça, la gestion du temps aussi est super importante. Mais après, ça fait plaisir d'avancer, en fait. On est un peu comme une sorte d'athlète qui bat son record et puis qui veut continuer, en fait, toujours avancer, à faire plus. À progresser. Ouais, tout à fait. Le fameux, est-ce qu'il faut louer des véhicules premium ou des véhicules, entre parenthèses, standard ou merguez? Ouais. Quel est ton point de vue par rapport à cela? Parce que la vidéo, si vous ne savez pas, on a eu à faire une première interview il y a de cela un an et on n'avait pas abordé le sujet, je pense. Il y a certains qui m'ont demandé dans les commentaires ton point de vue par rapport à cela. Donc, c'est le moment de te poser la question. Ouais. Les pour et les contre, qu'est-ce que tu en penses? Ce qui se passe, je pense qu'il faut voir ça aussi un peu comme vraiment comme une flotte globale. Il faut avoir des pourcentages dedans. Parce que si on n'a que des véhicules premium et tout ça, et comme maintenant, il y en a pas mal qui sont accidentés ou au garage et tout ça, on n'a plus aucune rentrée. Donc, c'est-à-dire la gestion, la trésorerie et tout ça. Si vous ne reste pas beaucoup de fonds de roulement, ça peut être très compliqué de se retrouver dans une situation comme ça. Donc vu que moi je suis quand même d'un naturel assez prudent, je conseille quand même d'avoir des véhicules plus standards avec une continuité dans la location et dans les prix que les premiums où oui ça peut rapporter gros en un mois, mais après quand c'est sur le carreau et tout ça c'est un peu compliqué, quoi. Donc dans le ratio je dirais allez, peut-être 2 premiums pour 10 véhicules avec un ou deux utilitaires dedans et 6 voitures standards dedans. Ok. Bonne répartition. Franchement, bonne répartition. Après, il y a l'ultra luxe aussi. Oui, l'exotique. L'exotique, quoi. Et comme je te disais, là, je suis en train de préparer un voyage là. Donc, je quitte la Belgique, je continue. Vous aurez la suite bientôt.
Mais je vais voir des concessionnaires en Allemagne, en Pologne, parce qu'en parlant d'exotique, ils en ont là-bas. Ouais, c'est Ils clair, en c'est ont, clair. ils en ont. Parce que je veux répondre à votre demande. Beaucoup m'ont demandé dans les commentaires qu'ils veulent avoir des véhicules exotiques sans prendre le temps en fait de pouvoir construire une grosse structure avant d'avoir accès à ce type de véhicule. Et la seule option qui s'offre à eux, c'est la sous-location. Ouais. Donc c'est pour ça en fait je vais en Allemagne et en Pologne. J'ai des amis qui font ce type de business. Moi-même, je ne suis pas un grand fan de ça. Mais bon, j'irai sur le terrain. Si le client demande, il faut... et on verra ce que ça donnera. Mais bon, il y a du potentiel. C'est clair. Après, il y avait aussi, j'ai été voir Porsche récemment et j'ai une connaissance qui a acheté une Lamborghini aussi. Et beaucoup de voient ça comme un passif, tu sais, le fameux, les voitures, c'est des passifs et tout ça. Et en fin de compte, que ce soit pour Porsche par exemple, ils font des mensualités de 1000 euros, on va dire, alors que c'est des véhicules qui en valent 100 000, donc c'est pas des mensualités énormes. Mais la valeur du véhicule chez Porsche, ça ne décote pas. voilà, c'est ça. Et donc, ça peut être comme une sorte aussi d'investissement aussi. Ouais, ou une sorte d'épargne, on va dire, de mettre un peu d'argent dans un véhicule vraiment plus haut de gamme, quoi. Donc, c'est un truc auquel je regarde aussi, je réfléchis à ça. Mais bon, il y a le délai d'attente aussi qui est quasiment une année pour avoir ces véhicules-là. Avec tout ce qui se passe en Ukraine là. C'est ça. Donc, voilà. Je voulais aussi te demander, aujourd'hui avec tes années d'expérience, tu as commencé en tant que particulier, aujourd'hui tu es monté en société. Quelle est la vraie différence entre les deux? Quel est l'avantage de rester en particulier et l'avantage de passer en société? C'est-à-dire qu'en particulier, j'avais vraiment beaucoup moins de pression et c'était un peu comme un sportif qui a un hobby en fait, qui fait du foot une fois le dimanche et qui s'entraîne une fois. Et quand tu passes en société, il y a le comptable, il y a les banques, donc il y a plus de véhicules, donc il y a les process à respecter et tout ça. Et on ne peut pas être professionnel dans quelque chose en ayant la même façon de s'entraîner ou de procéder qu'un particulier, qu'un amateur, quoi. Donc, moi, je conseille quand même à tout le monde de débuter en tant que particulier pour se faire la main, pour voir si ça leur plaît et tout ça. Parce que c'est un business qui a aussi le revers de la main est difficile à gérer. Hein. Ouais, c'est clair. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça, et je crois qu'il avait raison. Il m'a dit, mais en fait, toi, pour faire ça, t'aimes pas l'automobile, t'es pas un vrai passionné d'automobile. Parce que eux, ils mettaient tellement de cœur et c'était leur bébé, en fait, les voitures qu'ils achètent et tout ça. Et il me dit, non, mais moi, ça me ferait trop mal au cœur quand je vois qu'ils grippent des jantes, qu'ils fument dans la voiture, que ci, que ça. Donc, ouais, il faut vraiment voir ça comme un business. Un investissement, quoi. C'est ça. Et pas mettre trop d'émotionnel dedans, quoi. Donc, quel est l'avantage d'être réellement en société? Alors les avantages, déjà, pour moi vraiment se dire, bon voilà, je vais passer à un autre step, je veux gagner de l'argent, je veux grossir, donc ça entraîne aussi le fait d'être plus professionnel et bien, mais d'un autre côté, on sait aussi déduire plein de frais, et je crois aussi c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Les avantages fiscaux. C'est ça. C'est qu'une société, ça sert à déduire des trucs dedans, quoi. Et il y a pas mal d'entrepreneurs et tout ça qui n'ont pas en fait ce mindset. Non, c'est ça. Même les formations. Ouais, c'est ça. C'est des employés de leur propre société, mais ils réfléchissent toujours comme des employés et non pas comme des entrepreneurs ou dirigeants de société. Et ça, le fait de bien maîtriser tous ces points-là en société, c'est aussi un truc qui peut te faire vraiment... D'ailleurs, tous les riches ont des sociétés. Il y a très peu de salariés qui sont riches, voire aucun, quoi. Je suis d'accord avec toi, en tout cas. Avec tout ça, comment restes-tu motivé? Comment essayes-tu de garder la pêche? Parce que je suis venu te voir, tu étais tout souriant, malgré que les gens disent que tes mésaventures, il y en a dans l'activité, on en parlera tout à l'heure. Mais comment gardes-tu la pêche? En fait, c'est quelque chose d'assez stimulant et comme je le disais, le fait d'être libre et tout ça, ça motive quand même. Et je me rappelle aussi toujours de ma vie d'avant, de ce qui se passe, c'est quoi se lever tôt. Moi, je travaillais à pause, donc j'étais la nuit, les après-midi et le matin. Donc, pour plus revivre ça, on a une énergie incroyable par rapport à ça. Et le fait de vouloir grandir et développer, c'est quelque chose qui me motive. Mais en même temps, la motivation, je crois que ça doit venir quand même de vous, en fait. De soi-même. Il n'y a pas vraiment de recette miracle pour être motivé en permanence. C'est un désir, quoi, Moi, je dis, je préfère 5 ans d'entrepreneuriat corsé et me retrouver avec une boîte qui génère pas mal de revenus
que 40 ans de salariat. Non, non, c'est clair, c'est clair. Ma maman, elle a reçu aussi sa pré-pension et tout, elle a vu le montant qu'elle va toucher. Et quand j'ai vu ça aussi, je me dis non, je peux pas faire ce sacrifice-là et dans 40 ans avoir que ça, autant faire les sacrifices maintenant, quoi. C'est ça. Donc ceux parmi vous qui veulent les omelettes sans casser des œufs, là, vous avez votre réponse. On voit, tu as toute une flotte maintenant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Hier, tu étais venu avec une voiture, aujourd'hui c'est une autre, demain c'est une autre. Même à l'école des enfants, quand on dépose, c'est chaque fois des véhicules Différents. Des véhicules différents, donc pas mal de gens qui se posent des questions. Mais je crois sincèrement que le gâteau, il est assez grand. Et moi, comment je vois un peu ici le business se développer, c'est que pour moi, il y aura des voitures comme ça, quasiment, dans chaque rue, à terme. Et c'est pour ça que le potentiel est énorme, en fait, et que je crois en la croissance du business et tout ça. Et comme le loueur en France, là, qui a 1000 véhicules, en fait, ça se trouve, il y a des gens qui auront 10 000 véhicules ou voire beaucoup, beaucoup plus, quoi. Hein. Il en a 3000. Ouais, bah voilà, il en a 3000, il en a 3000. Et je crois que j'avais entendu aussi que Amazon s'intéressait à ce business-là. Donc avant qu'eux viennent avec des gros moyens et tout ça, il faut rentrer. Il faut rentrer. Moi, je dis déjà, même quand vous faites une projection sur le coût des véhicules, depuis après le Covid en fait, vous verrez que, allez sur Google, vous tapez le prix moyen des véhicules, ça a augmenté. Et avec les restrictions d'ici 2030, là, bon, ils vont nous imposer des véhicules électriques. Et qui dit véhicule électrique dit véhicule qui a un coût. Et tout le monde n'est pas prêt ou n'a pas les moyens de pouvoir acheter un véhicule à l'instant T. Là. Donc, ce qui va se passer, c'est que le véhicule va devenir quelque chose un peu comme un luxe. Ouais, clairement. La possession, en tout cas, ça sera... La possession sera un luxe. Donc, les gens vont juste louer les véhicules. Déjà, regarde, on a l'inflation aujourd'hui. Au supermarché, c'est plus la même chose. Ah non, c'est sûr. Donc, ça va se répercuter d'ici là. Les choses ne vont pas s'améliorer. Hein. Non. Sois franc. On est optimiste, c'est vrai, mais il faut être réaliste aussi. Les capitalistes qui sont au pouvoir, moi, j'ai rien contre eux. Je suis aussi capitaliste, je ne suis pas socialiste. Mais en réalité, chacun doit pouvoir prévenir au lieu de guérir, quoi. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous avez les moyens de pouvoir vous lancer aujourd'hui, vous n'avez rien à perdre, en fait, de le faire. Clairement. Parce que plus tard, les gens seront amenés à louer les véhicules. Ouais. Et ça me fait penser à quelque chose que je dis assez souvent, avant de m'intéresser, donc il y a 5-6 ans avant de m'intéresser à l'investissement, comment fonctionne l'argent et tout ça, le système économique. Maintenant, avec le recul que j'ai l'impression qu'en fait, j'étais sur un terrain de football et que moi, je joue au basket. Et l'arbitre n'arrête pas de me siffler des fautes et tout ça. Et comme tu disais, le capitalisme, on vit dans un monde où il faut du capital et tout ça. Et si vous ne comprenez pas en fait les règles et les fonctionnements de tout ça, comment ça se joue? Vous savez pas jouer au foot. Parce que vous allez être à chaque fois sifflé par l'arbitre, et c'est impossible de progresser là-dessus, quoi. Donc, ouais, c'est comme ça. C'est le monde dans lequel on vit. J'ai une expression que j'utilise souvent, c'est que pour réussir, parfois, il faut être un polygamiste financier. C'est-à-dire traiter avec différentes banques. C'est mon point de vue personnel. C'est clair. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses des polygamistes financiers. Ouais, clairement, que ce soit la fidélité bancaire ou pour les assurances et tout ça, ça paye pas. Et aussi, donc tu es en train de nous dire que tu as plusieurs banques avec lesquelles tu opères. Ouais, clairement. Et il faut pas hésiter à changer parce qu'en fait, au final, je me rappelle aussi toujours au début, c'est qu'en fait, au début, je pouvais parler avec personne. Et le nombre de partenaires que j'avais, c'était 1, voire 2, et tous les autres me fermaient les portes. Donc maintenant, clairement, il faut... et c'est un business aussi, donc il faut aller voir d'autres personnes. Et surtout, pas spécialement les banques en tant que telles, mais ça reste toujours de l'humain. Et quand on parle à la bonne personne, quand on rencontre la bonne personne, eh ben, en fait, on peut avancer avec cette personne-là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de toquer à plusieurs portes. Et être des noms, j'en ai eu maintenant, je ne les compte même plus. Des gens qui m'ont dit que ça n'allait pas marcher aussi, des milliers. Mais non, faut tester, aller voir autre part. Chaque année, quoi. Tu as dit quelque chose maintenant, aller voir autre part. Hier, j'étais allé acheter des fleurs dans ma ville et je suis tombé sur l'ancien directeur de l'EDF. Monsieur très influent, bras droit de Sarkozy dans le temps. Et moi, je l'ai reconnu de par son visage, mais il avait une BM 7, les nouvelles séries 7 là. Et il rentrait dans sa voiture, je l'ai abordé, belle voiture et tout. Monsieur, vraiment très humble quoi. On a commencé à échanger et je lui ai demandé dans quel secteur il était.
Il m'a dit l'énergie. Et je lui ai dit, mais pourquoi le coût de l'énergie est en train de grimper comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'Ukraine aussi? Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, pour le gaz, oui, mais pour l'électricité, non. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que nous, en tant que consommateurs, on doit faire? Il m'a dit, allez voir ailleurs. Il a été franc avec moi. Il m'a dit, si les prix montent trop, c'est qu'il y a un problème au niveau des finances de EDF. Que lui n'est plus aujourd'hui directeur d'EDF, mais ils ont gaffé quoi. Ah, il me l'a dit clairement, après il a vu qu'il commençait à trop parler. Ah ouais, c'est fini. Il m'a fait comme ça, ouais. Tu m'as assez tiré les verres du nez là. Allez, c'est bon. En réalité, quand on parle de polygamisme financier, c'est sur plusieurs plans. Un peu comme avec l'énergie, on a d'autres fournisseurs d'énergie. On n'est pas obligé d'être avec le même si on n'est pas satisfait. Beaucoup sont aujourd'hui à une situation où ils stagnent dans l'activité parce que leur partenaire financier n'est pas en train de les accompagner. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais ils ont du mal à laisser ce partenaire et aller voir ailleurs. Ouais, et puis même dans les mêmes banques, en fait, les banques dans d'autres villes aussi, vous parlez vraiment à quelqu'un d'autre. Donc ici, en Belgique, on travaille quand même par réseau, donc c'est-à-dire aller autour de 15-20 km à la ronde. Souvent, ils sont regroupés, donc si vous allez avec ceux-là, ben, c'est tout le même truc. Mais si vous allez plus loin, vous faites... tu sors de la zone. C'est ça, de la province, vous faites 50 km, vous avez affaire à quelqu'un d'autre, et là, votre projet peut passer chez cette personne-là, quoi. Donc, oui, ça prend du temps. Ça aussi, c'est un truc que ça m'a appris, c'est qu'en fait, je passe beaucoup de temps à faire des choses, des placements, discuter avec les gens et tout ça. Donc, oui, ça demande beaucoup de temps, en fait, pour avoir cette liberté, mais il n'y a rien sans rien, en fait. Hein. Bien sûr, il n'y a rien sans rien. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu ne peux pas faire des omelettes sans casser deux. Non, c'est clair, c'est clair. Et pareil pour les assurances aussi. Là, on voit, j'ai un souci avec un des véhicules et tout ça, et on voit qu'aussi, eux, ils attendent, ils freinent avant de rembourser. On arrive. On arrive. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous verrez ce qui s'est passé avec Romain pour certains de ces véhicules. Les perspectives d'évolution pour toi ici en Belgique, telles que tu les vois, que ce soit ici à Lima ou à Bruxelles, comment tu te projettes? Ben, moi, je discutais un peu donc, avec Julien et tout ça, qui voyait l'expansion du marché et tout ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment chez nous de monstres. Julien de Get Around. Ouais, c'est ça. De monstres ou de dinosaures qui... un mastodonte. Un mastodonte qui est sur le marché. Un peu comme on voit à Paris, là. Ouais, c'est ça. Donc, bah oui, moi, potentiellement, j'aimerais bien encore grossir, là. Donc, mais j'aimerais bien monter d'ici l'année prochaine à 25. Et ouais, peut-être une centaine de véhicules. À horizon 2-3 ans. Ok. C'est ça l'objectif. Et après, à voir, est-ce que je continue vraiment à grossir? Parce que... Arriver à un niveau. Ouais, plus de véhicules, plus de d'argent, gestion, tout ça, ça fait plus de problèmes. Aussi. Ouais, et plus de risques et tout ça. Donc, je suis d'accord avec toi. À voir. En parlant de plus de véhicules, plus de gestion, plus de maintenance aussi. Comment tu gères la maintenance actuellement? Est-ce que tu les fais en période de haute saison, avant, après, ou en période de basse saison? Ouais, donc là, ben, je l'ai fait au mois d'octobre, ce mois-ci. Mais j'ai eu encore un très très bon mois ce mois d'octobre-ci, parce que là, on a deux semaines de vacances, donc il y avait pas mal de véhicules. Là, tout est sorti, c'est pour ça. Il m'en reste un, le Dacia Jogger, qu'on pourrait aller voir. Il vient d'être installé le boîtier. Connect, ouais, le boîtier. Mais sinon, tout est sorti. Donc, j'ai essayé de faire ça pendant une période où il y a un peu moins d'activité. Mais ça demande aussi beaucoup de temps d'aller chercher, déposer au garage. Le garage, parfois, ils n'ont pas les pièces aussi et tout ça. La relation qu'on construit aussi avec tous les garagistes, je me rends compte que c'est difficile parce que quand on arrive chez Fiat ou chez Citroën, ils ne connaissent pas, donc on n'est pas mis en haut de la pile. Mais ça, voilà, on grandit petit à petit. Ça demande du temps et... je sais de quoi tu parles. On n'est pas considéré en fait, et c'est ça qui est un peu frustrant au début, parce qu'on a envie de dire ouais mais attendez, j'ai fait ça, je suis pas non plus un client lambda. Et ça c'est aussi, on dit oui tous les clients sont à la même enseigne, mais en fait c'est pas du tout vrai. Et ils savent quand c'est en B2B, bah, que ça doit aller plus vite et qu'il y a d'autres services qui sont apportés dans tout ça quoi. Et dans la communication aussi. C'est vrai. Ouais. Il y a une vidéo qui est passée sur la chaîne où tu nous partageais tes résultats. Je pense que c'était durant l'été. Beaucoup ont dit que c'était photoshopé. Je voudrais que tu sois sincère, que tu parles aux gens en fait du potentiel
qu'il y a dans cette activité parce que beaucoup n'y croient pas. Ils pensent peut-être que, comme me disait ma première conseillère qui n'a pas voulu m'ouvrir mon compte société, c'est un effet de buzz, que ça passera, que cette histoire d'autopartage, elle ne tiendra pas le feu. Qu'est-ce que tu veux dire à ceux-là qui ont cet état d'esprit? Bah en final, passer trop de temps à vouloir persuader les gens, et moi je m'en fous entre guillemets. Ne passez pas à l'action. Ouais, c'est ça, à un moment donné. Laissez-nous manger le gâteau tout seul. Ouais, vraiment, parce que, enfin, vous voyez, les voitures sont réelles et tout ça. Si vous n'y croyez pas, en fait, bah oui, ça va pas fonctionner. Et comme je vous dis, moi aussi au début, en fait, j'étais sceptique. Commencez juste avec un véhicule. Vous verrez bien que ça grossit. Rajoutez-en un deuxième et ça grossit comme ça. Mais le truc, c'est que c'est une tendance, comme je t'en ai déjà parlé, j'aime bien regarder, moi, Paris et puis les États-Unis. Et des gens, parce qu'ils sont en avance sur nous, quoi. Ils ont des années d'avance. C'est ça, donc moi, entre guillemets, je suis bien positionné parce que j'ai qu'à regarder toi et ce qui se passe aux États-Unis avec Turo et tout ça. Oui. Et je vois un peu comment ça évolue. Ça grossit. Ouais, c'est ça, et dans tous les business, c'est comme ça. Donc ouais, non, moi, en tout cas, dans les horizons 5-10 ans, moi, ça va devenir une habitude, quoi. Ouais, clairement. Un peu comme on disait tout à l'heure. Non seulement les gens n'auront pas le choix parce qu'ils n'auront pas les moyens de pouvoir acheter des véhicules, mais ça rentre déjà dans le quotidien. Clairement. Et aussi un point que tu avais dit qui m'a marqué aussi, et je le vois avec mes locataires dans les biens immobiliers, c'est que je suis vraiment très étonné des gens qui n'ont pas 1000 ou 2000 euros devant eux. Donc c'est-à-dire qu'ils vivent paycheck to paycheck, et avec cette façon de vivre et de consommer sans avoir un truc de sécurité, bah, il va être obligé en fait de passer par des abonnements ou des trucs de location de voiture parce que s'ils n'ont pas l'argent pour acheter ou réparation du véhicule et tout ça, ils peuvent pas. Ils sont bloqués quoi. Donc ils sont dans une spirale sans fin en fait. C'est ça, ouais, clairement. Donc ça va découler en fait de ça et puis il y aura un service qui est proposé et ils vont. Parce qu'ils ont un besoin qu'ils doivent combler, qui est celui d'aller d'un point A à un point B, mais ils n'ont pas les moyens de pouvoir résoudre cela une fois pour de bon sur le long terme. Ils sont obligés d'utiliser des moyens comme l'autopartage à chaque fois pour résoudre leurs problèmes. Et c'est là, celui qui est vraiment un entrepreneur dans la tête se rend compte qu'il y a un besoin et qu'il vient résoudre un besoin en fait. Au lieu de rester négatif ou dire la fois dernière en fait, bon je ne vais pas appeler de nom, j'ai surpris la conversation de quelqu'un qui parlait dans mon dos, il me disait, avec tous les gros enseignes de location de voitures telles que Air Service, que comment se fait-il que des particuliers peuvent trouver leur compte. Mais en réalité, c'est que cette personne ne se rend pas compte que tout est en train de se digitaliser aujourd'hui. Et ça, c'est le plus gros avantage aussi, excuse-moi, je te coupe, hein, mais le fait d'être 24 sur 24, 7 sur 7, de faire soi-même avec les applications et tout ça, la facilité et la vitesse à laquelle. C'est ça qui différencie clairement avec les Hertz et les grosses compagnies. Il y a 20 ans, tout le monde allait au cinéma. Mais aujourd'hui, le cinéma, c'est chez soi. Ouais, c'est clair. Il y a 20 ans, les gens allaient louer des véhicules dans des locaux commerciaux et autres. Mais aujourd'hui, ils le veulent au pied de leur immeuble, au pied, dans leur rue, concrètement. Et c'est ce que tu as dit, on va arriver à un niveau où il y aura un véhicule au moins dans chaque ruelle, quoi. C'est ça, ouais, la granularité du truc va vraiment se répandre partout. Parce que je regarde pourquoi ça ne va pas se faire, je n'arrive pas à trouver un pourquoi. Il n'y a pas de raison pour que le business ne continue pas de grandir. Surtout, d'autant plus avec les transports en commun ici qui ont été un échec. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous à Paris, mais nous, les bus, ils passent une fois par heure. C'est quand même aussi assez cher parce que ils ont des frais et tout ça. Le train, le RER aussi, ils devaient construire, ça ne sort pas. Donc, vu qu'ils n'arrivent pas à faire ça, et je vous parle, ça fait 20 ans qu'ils essayent de combler ça, les gens ne sont pas satisfaits de ça. Donc, je crois que ça va couler sous le sens, quoi. En parlant de gestion de clientèle, hors plateforme, il y a bien des petits malins qui essayent de vouloir louer hors plateforme. Ouais. Tu en as eu des expériences? Ouais, clairement. Et pour être totalement transparent, en fait, au final, avec le temps perdu et tout ça, et je crois que tu l'avais dit aussi, que c'est pour ça que tu te gardais sur Getaround, parce que ça te facilitait, ça te faisait gagner du temps. Donc c'est vrai que le pourcentage qu'ils prennent est important. Et quand je dis ça aux gens, ils disent « Oh, mais c'est énorme, il n'y a rien et tout ». Mais ils font quand même un filtre énorme. Et ça, c'est quand même une tranquillité d'esprit. Parce qu'il y a les faux permis. Ouais.
il y a le problème d'insolvabilité. C'est ça. Une chose est d'attirer un nouveau prospect pour ton véhicule, mais tu le fais passer par le filtre de la plateforme. Exactement, c'est ce que je fais. Je les rabats en fait et Voilà. puis ils repassent par là, tranquillement. Moi-même, c'est ce que j'ai fait parce que j'ai eu des faux permis. Et là, j'ai un ami qui est flic. Il m'a dit arrête de m'appeler à chaque fois pour vérifier si le permis il est vrai, quoi. Je ne suis pas là pour ça. Et il a raison. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et on n'a pas d'autre moyen de vérifier en fait l'authenticité du permis. Donc, quoi de mieux que de passer par la plateforme qui prend ce risque pour nous, en fait. Ouais, clairement, clairement. Et après, maintenant, ce que je fais en fait, c'est vraiment, je les fais passer 3-4 fois par la plateforme. Et lorsque Voilà. ils sont réguliers, tu vois que tout est carré, là maintenant ils peuvent venir en direct. Mais la plupart du temps, c'est aussi plus rapide pour eux, donc au final, ils passent quand même souvent par la plateforme pour des petites périodes. C'est assez rare en fait que les gens prennent pour des plus longues périodes. Ça m'est déjà arrivé, mais voilà, c'était des gens que je connaissais. Tous ceux qui arrivent par les Snapchat et tout ça, au final, c'est des fausses pistes. C'est plus de problèmes. Beaucoup de problèmes. Ouais, Beaucoup. c'est ça, c'est ça. En parlant de problèmes, on peut attaquer les problèmes. Je sais que tu en as rencontré. Ouais, c'est clair, c'est clair. Tu peux nous donner quelques anecdotes. On commence par une première d'abord. Donc, moi j'avais 3 véhicules là de premium qui sont tous au garage pour le moment. Donc je vais prendre la Golf 8, ça, j'ai eu énormément de problèmes avec les jantes aussi, qui étaient griffées à répétition et tout ça. Dekra, ils m'ont donné un peu d'argent et tout, et puis après au final ils m'ont dit bon bah écoutez... Ça va là. Ouais, genre je devrais les changer et puis redémarrer, donc ça c'est quand même aussi un petit peu chiant. Non mais tu sais que tu peux réparer. Oui, mais c'est ce que je vais faire maintenant. Ce que moi je fais, je vais être franc et transparent. Comme toi, je fais du Dekra. Et il te laisse quoi, 150 €, 200 € en fonction de la rayure. Mais les toutes premières rayures qui tombent sur la jante, moi je demande un remplacement. Ah ouais. Oui, je demande à remplacer. Et là maintenant, je vois avec mon garagiste, mais au lieu de remplacer, moi je répare. Ah bah ouais. Et moi j'ai un avoir chez lui en fait. Ouais, c'est ça. Donc à chaque fois que ça gratte, Dekra me rembourse. Et moi, j'utilise la voie que j'ai pour pouvoir rendre ça toujours. Et tu perds moins de temps aussi. Voilà. Le pire, en fait, maintenant, je me rends compte, et on disait tout le temps, c'est le truc le plus précieux sur Terre, c'est pas l'argent, c'est le temps. C'est le temps. Et c'est là qu'on voit aussi quand on perd du temps sur les véhicules et tout ça, c'est ça qui est vraiment emmerdant. Donc j'ai eu un problème de carburant. Donc ils ont mis, c'est une essence et ils ont mis du diesel dedans. Normalement c'est pas censé rentrer, mais ils ont quand même. Mais ils forcent. Ouais, ils ont quand même réussi. Et donc là ça fait plus d'1 mois qu'elle est au garage parce que au début j'ai été la chercher, la mettre au garage, ils m'ont remplacé. Est-ce que c'est le garage de la marque? Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, pour ces véhicules-là. Je vais direct en Moi, je l'ai eu avec un Renault. C'était le même cas. Mais bon, ils m'ont pris 2 ou 3 jours pour le faire quand même. Ouais, mais donc, parce que moi, j'ai eu ce souci-là. Ils ont vidangé, remplacé les bougies et tout. Mais au final, j'ai eu un problème qui est apparu juste après. Donc, il m'a dit qu'ils avaient fait le test véhicule et tout ça. Bon, je remets pas en doute, mais bon. Moi, quand je le prends 200 mètres après, il y avait un souci avec le turbo. Et là, le garage déménage, donc c'est ça on est parti dans un petit décalage où je perds du temps. C'est en cours, mais... moi, pendant 1 mois, là, j'ai pas eu de rentrée, quoi, 0. Wow. Quoi. Donc, ça, c'est pas bon. Ça, c'est le premier point. C'est pour ça que je parle de trésorerie, et vous verrez. Hein, donc, c'est quand même une mensualité à 550 € pour celui-là. Ouais, quand même. J'ai la BM série 1 qui a été sinistrée. La BM série 1. Ouais. Donc là, la grise, là? Non, c'est une blanche. Ah, la blanche, ça, toute blanche. Ok. Donc là, roue arrachée, tout ça aussi. Ouais, gros pet. Je pense que tu as partagé les photos dans le groupe, là. C'est ça, donc... Gros pet. Mais ça, je pense que tu avais un doute sur le locataire avant. Parce que tu nous avais partagé ça dans le groupe. Ouais. Et toi-même, tu avais déjà la réponse à ta question. Ouais, non, clairement. Mais tu as pris le risque quand même. Mais en fait, c'est même pas que j'ai pris le risque. Donc quelqu'un était venu me contacter via WhatsApp. Il me disait, ah oui, mon fils aimerait bien louer le véhicule... je sais plus pour quelle raison. Je dis non, c'est pas possible. Et en fait, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué le véhicule à son nom. Et moi, je pense qu'il a fait, c'est qu'il l'a fait conduire par son fils, quoi. Ok. Et donc, c'est le père qui va assumer. Alors, mais bon, ça, c'est via Getarand et tout ça, donc. Oui, mais tu es couvert. Mais pendant que il répare le véhicule, toi, tu as quand même les traites tout à fait. qui doivent passer. Ouais, tout à fait.
Et là aussi, la communication entre Getaround, l'assurance, Alliance et tout ça, bah, ça prend toujours un peu Mais de temps. quand tout marche bien, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un pet, tout le monde commence à jeter le toit. Ouais, sur c'est l'autre. ça, c'est ça. C'est comme ça. Tout le monde veut garder l'argent dans ses poches et ça prend du temps, quoi. Et puis l'autre véhicule aussi, la BM série 2 aussi, qui a été aussi sinistré en dehors de la plateforme et tout ça, où là j'ai eu enquête de police, détective et tout ça. Enquête de police. Ah, détectives qui sont venus ici, sur cette table ici. Attends. S'ils nous regardent, on les salue. Attends. Tu es en train de nous dire que un locataire a pris ton véhicule, l'a sinistré. Ouais. Et cela a conclu à une enquête de police. Ouais. À les détectives. C'est ça. Ça, c'est digne d'un film. Hein? Ah, clairement. Et là aussi, le temps perdu, parce qu'entre guillemets, ils sont restés ici pendant 2 fois 2 heures, donc à discuter, à expliquer tout ça, parce qu'en fait, la personne a changé de domicile, évidemment, il ne répond plus aux appels, il a changé d'adresse, il est connu apparemment des services et tout ça, et donc... eux, je pense qu'en fait, l'assurance, ils essayent de remettre la faute sur ce gars-là et après l'attaquer lui. Oui, et alors aussi, il faut savoir, la police aussi me redonne quasiment aucune info parce que vu que c'est une enquête, oui. Bah, ils doivent garder l'info. Ils gardent pour eux pour savoir le truc. Et là, donc, ça fait 4 Là, mois, tu avais acheté le véhicule comment? Ah bah c'est ça, et c'est pour ça que j'ai répondu par rapport à tes vidéos. C'était un financement que j'avais fait cash en me disant, bah voilà, ça va faire des rentrées directes. Dans mon bilan, ça va mieux se passer et tout ça. Et en fait, non, pas du tout, parce que je crois que, comme tu l'as dit, eux, ils pensent que c'est soit un blanchiment d'argent ou autre chose, tout ça, alors que moi, j'ai toutes les preuves et tout ça. Mais quand même, ils ont des suspicions, ils n'aiment pas ça. Et c'est une question qu'ils m'ont posée. Est-ce qu'il y a un crédit relié à ça? Et quand j'ai dit non, bah enfin non, j'aurais même pas pu dire oui parce que j'avais rien à leur proposer. Et ça, je crois que ça ralentit tout le process, quoi. Si vous avez retenu la leçon maintenant, vous comprenez pourquoi je dis qu'il faut toujours avoir un crédit lié à son véhicule. Ça vous protège en fait. Ouais, comme ça ils vont dealer avec la banque. Oui. Et... Si c'était dans ce cas à l'heure, là, présentement, tu arrêtes tous tes paiements. Tu leur dis non, miette. Ouais, c'est clair. Là, le véhicule, vous faites ce que vous avez à faire avec ça. Vous le revendez à qui vous voulez. En parlant de ça, ma BM série 2 aussi qui a été sinistrée, j'ai toujours un traceur là-dessus. Et là, en Pologne, et je pense que je vais Il va la récupérer. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, concrètement, ça vous protège en fait, le fait d'avoir un crédit là-dessus. Là, en cas de caissière, vous dégagez toute responsabilité. Parce que là, maintenant, ils sont en train de faire attendre, ça fait des mois. Ouais, c'est ça. Et surtout, bah, c'est que moi, j'ai plus d'entrée. Hein. Mon véhicule, donc, il est gelé. Enfin, mon argent est gelé dans le véhicule qui est une épave et tout. Et moi, 0 rentrée, j'aurais pu faire autre chose avec, donc ouais, je ne ferai plus ça. Quand ils vont te faire une proposition sur le véhicule, n'accepte jamais la première offre. Fais une contre-offre par rapport à le kilométrage qu'il y a sur le véhicule. Déjà, je te dirais présentement, commence à prendre des captures d'écran du même véhicule avec les mêmes options et le même kilomètre pour pouvoir justifier pourquoi ce qu'il te propose est inférieur. Moi, ils m'ont eu comme ça une première fois, mais la deuxième fois, je ne me suis pas fait avoir. Là où je pense aussi, c'est qu'à partir d'1 an, c'est plus la valeur catalogue, ça bascule en valeur réelle. Oui. Et donc, et c'est là où tu dois prendre des captures d'écran de combien ce véhicule vaut sur le marché aujourd'hui. Pour aller chercher le prix. Mais c'est ça qui est fou parce que maintenant, entre guillemets, c'est bien parce que les prix ont remonté. Ouais, c'est ça. C'est là où, bon, tu n'as pas trop à perdre en fait. Ouais, non, c'est sûr. Mais bon, on ne raconte pas tout ça pour vous faire peur, pour que vous ne vous lanciez pas dans l'activité. Mais c'est qu'on est vrai, on est réaliste. Non, il n'y a pas une activité sans risque, ça n'existe pas. Et même dans toute activité, plus le risque est élevé, plus la rémunération que vous pouvez avoir derrière est beaucoup plus grande, quoi. C'est un peu comme les stocks. Si tu vas sur des stocks risqués, tu as le potentiel de gagner ou de tout perdre. De la même manière, si tu es conservatif, tu vas pas bouger le petit bois. Mais aujourd'hui, avec du recul, il y a plusieurs erreurs que tu as sûrement fait. Donne aux gens qui nous regardent 2 ou 3 choses que tu aurais eu à faire différemment. En fait, au début aussi, à prendre des véhicules un peu d'occasion comme ça, des mi-merguez, des merguez pas cuites. Il y a pas mal de youtubeurs qui font ça et qui achètent des véhicules qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans
Et j'ai fait ça aussi à moindre mesure pendant cette tranche-là, mais je crois qu'il faut être un peu ou tout noir ou tout blanc. Donc ou vraiment la grosse merguez à 2000 € comme ma Yaris, ou acheter ça, ou bien acheter des véhicules neufs, on récupère la TVA, enfin comme on l'explique dans le truc et tout ça, on a la garantie, c'est des véhicules qui sont tout neufs, donc j'aurais été vers ça directement en fin de compte. Acheter des véhicules ou tout neufs ou méga merguez, quoi. Mais pas faire d'entre-deux parce que je crois... Enfin, il y en a un que je suis et que je vois qu'il a quand même des pannes qui arrivent et tout ça. Et au final, là, tu peux quasiment perdre ton argent parce que si tu as des pannes et tu ne sais pas les réparer... C'est chaud. Ouais, donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est, comme je vous l'avais dit, de faire ça juste comme un hobby. Donc, allez, je vais me réexpliquer. Commencez au début pour voir si ça vous intéresse ou pas. Mais très rapidement, je dirais après 2-3 mois, vous êtes fixé un peu, vous savez comment ça marche et tout ça. Et si vous continuez, directement mettez en place des process, professionnalisez-vous dans la communication, dans tout ça, et pas faire les choses à moitié de nouveau. Et si j'ai un troisième conseil sur l'erreur, c'est de laisser passer aussi certaines choses. En soi, je crois que j'étais trop gentil au début, que ce soit pour l'essence, pour tout les petits frais. Ouais, voilà, c'est ça. Essayer de trop arranger les personnes, c'est jamais bon aussi parce qu'au final, il y a plus de respect, le respect se perd. Et quand vous êtes parti dans cette spirale-là, les gens s'habituent à ça. Ils s'habituent à ça. Et ils disent, oh, pourquoi je vais nettoyer? Ils vous le rendront tout le temps dégueulasse et vous allez tout le temps nettoyer pour rien. Donc, mettez-vous des lignes de conduite et respectez-les dès le début, quoi. Ok, quelqu'un qui veut démarrer aujourd'hui, il vient te voir et il te demande un conseil, un seul. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui montre... Tu montres les chiffres. Ouais. Là, il aura les mots de tête. Il pourra plus dire que c'est photoshopé. Hein. Non, un conseil, prendre son véhicule et personnel et essayer de le mettre le week-end. Et, télécharger l'application, voilà, et commencer. Et voir que ça fonctionne en fait et qu'il y a de la demande. Parce que c'est ça qui est fou, c'est que même en voyant les chiffres et tout ça, ils ne conceptualisent pas que c'est réel en fait. Non, en fait, parce qu'ils se disent que toi, tu as sûrement commencé avec 500 000 € dans la poche, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce que aussi. Beaucoup se disent aussi. En fait, comme ils nous voient gros, ils savent pas qu'en fait au début, on a commencé petit et que c'est la progression, elle est là, quoi. Il faut passer par là, quoi. Tesla n'a pas commencé avec des usines partout dans le monde. Hein. Ah, ils ont commencé avec une seule usine. C'est clair. Mais aujourd'hui, ils sont un peu partout dans le monde. Ah, ouais. Comment vois-tu l'Unitio Location dans 1 an et ensuite dans 5 ans? Donc là, comme je le disais, j'aimerais bien arriver à 25 voitures l'année prochaine, Noël prochain. J'ai commencé à engager aussi du personnel, que ce soit pour le nettoyage, pour la communication et tout ça. Donc essayer un peu de me déléguer là-dessus. Après, quand on commence en tant que petite société avec un seul employé, c'est quand même beaucoup de risques, je trouve, et tout. Ça, la Belgique, c'est pas le top du top, parce que pour changer de personnel et tout ça, c'est pas évident. Mais bon, je suis obligé, entre guillemets, de passer par là. Et après, ouais, comme je le disais, essayer vraiment de scaler, quoi. Ouais. Mais assez rapidement et assez fort, parce que comme je le disais, l'horizon de temps, c'est 5 à 10 ans. Donc je crois que c'est maintenant où... C'est maintenant ou jamais, quoi. Il faut, ouais. Vous avez compris, c'est maintenant. Le business, c'est maintenant. Ah, ouais. Ok. Tu me parlais de off-caméra, que tu avais 3 nouveaux véhicules qui arrivent là, lesquels? Non, je vais aller en chercher un maintenant, après. Ah, ok. Donc il y a la Polo Airline Oui. qui va arriver. Il y a une 208, une 2008 et encore une autre 208. Comment tu as pu trouver, ou si tu as trouvé déjà un bon comptable? Parce que l'histoire des comptables avec les entrepreneurs de la location de voitures, c'est un peu chaud. Est-ce que déjà tu as trouvé le bon comptable? Et si oui, comment tu as fait? Déjà, j'ai trouvé un comptable et ça, c'est le critère principal que je recherchais. C'est pouvoir le joindre facilement, qu'il réponde et lui parler, entre guillemets, sans langue de bois et avec mon langage à moi. Parce que la plupart des comptables me parlaient comme si j'étais un comptable avec des notions beaucoup trop théoriques. Et entre guillemets, c'était pas à moi à faire la traduction. C'est à moi à parler comme je le pense et à lui à capter les informations et à mettre ça en place dans son cerveau de comptable et tout décrire. Donc ça, je crois que la communication, c'est la qualité première.
Après, je pense qu'il ne croyait pas que j'allais aussi aller Grimper rapidement. ouais, aussi vite. Lui, il me voyait. C'est quelqu'un que je connaissais. Donc, Il rêve dans son coin. ouais, c'est ça. Donc, c'est un gars que j'avais connu au football. Donc, il dit, ouais, voilà, il a 2-3 véhicules, ça va s'arrêter là. Et dans 10 ans, il aura peut-être le double et c'est bon. Donc, mais c'est pour ça, dans le groupe aussi, on parle beaucoup de, oui, mon comptable a dit les conseils. Mais n'écoutez pas trop les comptables parce qu'ils n'ont pas fait ce que vous Ils n'ont pas pris les risques que vous êtes en train de prendre. C'est ça. C'est un comptable, c'est pas un entrepreneur. C'est ça. Faut faire la part des choses, quoi. C'est pas parce que tu vends de la farine que tu es boulanger, quoi. Non. Et les conseils aussi, je voulais trop lui demander des conseils vraiment trop axés sur la location de voiture. Mais il ne savait pas me répondre en fait à ça. Lui, il faut bien comprendre à quoi il sert. Lui, c'est mettre des chiffres dans une case. Voilà. Et dire fiscalement un peu ce qu'il peut faire, voir en bénéfice et tout, c'est tout. Mais c'est clairement un acteur clé. Et peut-être si je regarde là, je vais peut-être refaire un tour parce qu'on parle de polygamie, mais c'est pareil pour les comptables aussi. Aller revoir un peu, voir si il a déjà lui une société, s'il fait du business à côté, s'il fait quelque chose. Et carte sur table, en me disant voilà, ça c'est mon bilan, un tel. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Parce que c'est toujours comme ça qu'il faut le faire. Hein. Bien sûr. Même maintenant, quand je vais voir la banque et tout, en fait, c'est moi le client. Et c'est à eux à me proposer quelque chose. Bien sûr. Pas inverser le rapport de force. Je sais que c'est pas évident. Au début, on est le petit, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Quoi. Quel conseil pourrais-tu donner à toi quand tu commençais avec les véhicules premium? Parce que c'est les véhicules qui ont le taux de sinistralité le plus élevé. Ouais, clairement. Tu vis de RAW maintenant avec ton expérience. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un? Mais ce que j'aurais bien aimé aussi sur Getaround, c'est pouvoir refuser certains clients aussi. En fait, je comprends pas comment des clients qui ont 0 location, qui sont tout nouveaux, peuvent directement accéder à ce type de véhicule. Et quand tu veux annuler, on te pénalise? Aussi, ouais, clairement. Donc, ça, faire bien attention aussi aux véhicules, à la propreté et tout ça, c'est quelque chose que j'ai un peu négligé. Mais bon, les autres véhicules me prenaient un peu de temps, donc j'ai laissé un peu trop couler là-dessus. Pour sélectionner en fait son client, je crois que c'est... Je vais te donner un email qui va te servir parce que moi, actuellement, mes véhicules ont fait l'objet d'un test où avant de pouvoir accéder à mes véhicules premium, tu dois faire un selfie. Ah ouais, j'avais vu qu'il parlait de ça. Ouais. Donc, je pense que d'ici là, normalement, ils doivent le démocratiser sur ceux qui veulent ou ça. Et crois-moi, ça fait une grosse différence. Avant, moi, j'avais des gens qui se passaient des comptes. Comme tu disais, Snapchat et tout ça, ils rachètent des comptes au black, ils mettent une CB et ils vont louer sur le nom de quelqu'un d'autre qui s'est fait usurper son identité. Donc c'est arrivé au point où pendant un moment, je ne laissais plus les clés dans les véhicules. Mais depuis que le système de selfie est sorti, crois-moi, j'ai la paix du cœur. Hein. Les gars arrivent là-bas, ils se mettent à m'appeler, j'essaie d'ouvrir. Monsieur, faites le selfie. Et là, toutes les excuses arrivent. C'est ma mère qui m'a envoyé. J'ai laissé pousser ma barbe, on me reconnaît plus. C'est mon frère qui doit se marier. Il est à la mairie maintenant. J'ai pas le temps, il n'a pas le temps de faire le selfie. T'entends tout. Ah non, c'est clair. Et ça aussi, je l'ai eu tout le temps aussi. Quand les gens viennent vous poser plus de 5-6 questions, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche, il faut laisser tomber. Et aussi contacter aussi, il y avait parfois 3-4 numéros différents sur la même location. Quoi. Donc ça aussi, maintenant j'ai compris. Quoi, ça... Tu parlais tout à l'heure du groupe. Quel est l'avantage en fait de faire partie d'une communauté selon toi, pour ceux qui nous suivent? Parler en fait de vos problèmes avec des gens qui ont le même problème. Voir que c'est possible, que d'autres ont déjà réussi. Hein, comme je disais, moi c'est un peu comme ça que j'ai passé la vitesse supérieure parce que je me disais, voilà, il l'a fait, pourquoi pas moi? Et donc, aujourd'hui, tu es en train de le faire. Ouais. Parce que quand tu parles de 8000 et quelques par mois et quelqu'un te regarde et dit il a photoshopé, c'est qu'il n'y croit pas. Il ne pense pas que c'est possible. Pour lui, c'est que les mecs sont en train de bluffer, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Et comme je dis, donc là, mes 3 plus gros véhicules sont sur le carreau. Et en fait, j'ai flirté tout le temps avec mon objectif qui était des 10 000. Mais si mes 3 étaient là, je serais déjà à 15, 16 ou 17, quoi. Donc... Mais c'est pour bientôt, ça. L'année prochaine, sûrement. C'est clair. Non, mais franchement,
c'est une activité où il y a encore beaucoup de perspectives, surtout dans une région comme celle où tu es ici. Et moi, j'invite tout le monde à se lancer parce que la liberté qu'offre l'entrepreneuriat, aucun emploi ne peut te l'offrir. Ouais. Comme je disais, je parlais hier avec l'ancien directeur de l'EDF, il m'a dit une phrase qui m'a touché. Je lui ai dit, maintenant que vous n'êtes plus à EDF, vous faites quoi maintenant? Il m'a regardé droit dans les yeux, avec une fierté dans le regard. Je suis consultant à mon propre compte. Oh! La manière dont il l'a dit, tu sens que, malgré, bon, j'imagine qu'il avait quand même une grosse paye, mais la liberté que cela lui procure là, il l'a exprimé quoi. Ouais, et j'ai lu dans son regard la liberté que procure l'entrepreneuriat quoi. Et il y a un autre truc aussi, c'est la plupart des entrepreneurs avec qui j'ai discuté, et, quand on leur demande pour combien tu retournerais dans un truc où on te donne de telle heure à telle heure, tu prends les vacances, et tout ça. Et la plupart, ils mettent des chiffres démentiels en fait, parce que une fois qu'ils ont goûté à ça, ils disent non, en fait, moi, il me faudrait me payer, je sais pas, moi, 25 000 € par mois. Sinon... Tu ne peux plus. En fait, même si tu y repars, c'est plus une question d'argent. Ouais, c'est que tu as quelque chose derrière la tête ou tu te mets des timelines pour dire voilà. C'est un peu comme quelqu'un qui a goûté le fruit interdit. Une fois qu'il a goûté, il goûtera toujours. Ah non, c'est vrai. Sincèrement, la liberté que procure. Moi, je me suis levé. Hier, j'ai fait un programme. Je dis, je vais en Allemagne, je vais en Pologne. Je n'ai pas justifié j'ai pas pour demander de congé à quelqu'un. Donc, sincèrement, je vous souhaite ça aussi, quoi. Ah non, c'est clair, c'est clair. Toujours dans le transport, que ce soit livraison de repas, en fait, pour les maisons de repos aussi, pour les déplacer à l'hôpital et tout ça. Dans le transport, en fait, je crois qu'il y a des trucs aussi connexes et tout ça, en B2B avec des sociétés, normalement, où on pourrait aussi pénétrer le marché. Mais je crois que Julien en parlait aussi, qui sont occupés à développer ça, le B2B, parce qu'ils se rendent compte aussi que ça peut aller dans les deux sens. Une société peut avoir besoin d'un camion réfrigéré ou un truc un jour ou 2 jours. Donc, je garde un œil aussi là-dessus pour diversifier encore un maximum. Et c'est vrai, tu peux commencer dans la location de voiture, mais tu n'es pas amené à finir dans la location de voiture. Moi, j'ai un ami qui a une flotte d'ambulances. Et crois-moi, il projette sur autre chose. Il ne reste pas fermé sur... c'est vrai, on est tous dans le transport, mais différents types de transport. En fait. Clair, le domaine est vaste. Hein. Ouais, le souci aussi que je rencontre, sur les premiums, c'est que des véhicules comme ça, s'ils sont sinistrés, pour racheter le même ou l'équivalent derrière, ça aussi c'est problématique. Donc, d'abord, il n'y a pas assez de véhicules. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas assez de véhicules. Parfois, tu as l'argent, mais tu ne peux pas acquérir ce que tu veux. Avec la guerre en Ukraine, ça n'arrange pas les choses. Ouais, c'est ça. Donc, parfois, le changement stratégique aussi, on est en constante évolution. On se dit, ouais, on va faire ça. Mais en fait, parfois, au final, là, j'ai des fonds pour acheter des véhicules. Mais ce qu'il y a sur le marché, il n'y avait pas exactement ce que je voulais. Tu voulais. Par rapport aux utilitaires, moi, je voulais intégrer maintenant des utilitaires dans ma flotte. Il n'y en a pas en fait. Et tous les garages me disent, ah ben non, les utilitaires, ils leur donnent déjà à des clients qui connaissent depuis X années. C'est pour ça que je dis quand on tisse une relation et tout ça, si j'allais à... Ça devient prioritaire. Voilà, c'est ça, j'aurais pu avoir quelque chose en priorité. Donc ça aussi, c'est en constante évolution. Et même par rapport au patrimoine ou à ma vision d'ensemble, en fait, il n'y a jamais de truc figé. Ça change tout le temps dans le temps. Quoi. Ouais, l'autre point que je voulais parler, c'est par rapport aux véhicules électriques aussi. C'était plutôt une question que je voulais te poser à toi. Comment tu vois le pourcentage dans ta flotte? À quand tu vas embrayer pour en intégrer plus? Parce que c'est clairement pas au point, mais je me dis pour anticiper un peu, pour bien faire, il faudrait anticiper au bon moment. Comment est-ce que toi tu vois Bon, pour le moment, moi je me dis maxi réellement, pour le moment, 10% de ta flotte, quoi. Maxi. Si tu as 20 véhicules, maxi 2, quoi. Okay. Et c'est pas pour la clientèle lambda, parce que moi, quand je prends du recul aujourd'hui, je regarde tous ceux que j'ai eu comme clients, 90% de mes clients sont des consultants. Consultants dans une boîte. Et en réalité, c'est sur les frais de leur entreprise. Ouais, ils s'en foutent un peu en fait. Donc ils s'en foutent un peu. Et c'est des gens aussi qui ont les moyens de leur politique.
C'est pas le jeune du quartier, quoi. Ouais. Donc, quand tu prends ça en compte, et bon, il y a aussi des mariages, des événements. J'ai eu plusieurs, bon, dont une, principalement une structure qui est dans l'événementiel, qui loue le véhicule. Bon, eux, ils viennent, ils louent comme si c'était pour eux, mais quand ça revient, je me rends compte que, bon, ça a servi à un mariage, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est un peu ça, c'est mon retour d'expérience par rapport aux véhicules électriques. Et sur les années à suivre, je pense que ça va progressivement grandir, quoi. Mais pour le moment, les gens n'ont pas encore le déclic de ça. Tu as aussi le client qui veut s'acheter une Tesla et qui vient te la louer pour un week-end, histoire lui-même de vivre l'expérience avant de l'acheter. Ouais, c'est clair. Bon, moi, personnellement, c'est un véhicule que j'utilise moi-même. Donc, qui vit à l'hôtel se nourrit de l'hôtel, quoi. Qui reste en permanence. Et pour rebondir sur quasiment la même directive de l'électrique, est-ce que tu achèterais des véhicules thermiques de plus grosse cylindrée en te disant que peut-être ça va prendre de la valeur quand il n'y aura plus que de l'électrique, tu vois, qu'on dira, ah ouais, c'est une œuvre d'art, il roulait des moteurs à essence, c'est incroyable. Oui, mais je dirais aujourd'hui, dans ma position, je ne pense pas que financièrement ça soit judicieux de prendre cette décision, oui. Oui, tu me dis ça dans 10 ans, dans 15 ans, oui, je le ferai. Mais aujourd'hui, je trouve encore que ma société, elle est encore, je dirais pas fragile, mais elle est encore naissante. Parce que, j'ai à peine 5 ans. Donc, je me dis, dans 10 ans, quoi, oui, tu peux te permettre certaines d'immobiliser trop de cash, tout ça. Mais on est encore dans une période où il y a des gens qui ne connaissent même pas l'activité qu'on fait, en fait. Il y a des gens qui n'ont aucune notion de cela. Donc, je dis, c'est un peu comme en 2007, en 2009 où Netflix venait de sortir, quoi. Tout le monde ne savait pas ce que c'était. C'est pas. Donc, aujourd'hui, on est quoi? Presque 15 ans après. Là, maintenant, tout le monde sait. Donc, il faut laisser le temps d'arriver bien à maturité avant de se permettre certaines choses, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Maintenant, tu peux aussi jouer sur. C'est pas comme du poker, mais en réalité, c'est le cas. Mais il y a des voitures, quand ça sort, tu sais qu'il y aura une rupture de stock. Et lorsqu'il y a une rupture de stock et vous êtes parmi les seuls qui en ont, moi j'ai commandé par exemple le Cybertruck. Je sais que quand ça viendra, même si j'arrive pas à le louer, je vais le revendre et gagner mes billes, quoi. La commande est faite aussi, moi. J'ai vu ton modèle Y aussi. Ouais. J'ai vu ton modèle Y aussi. Donc, sincèrement, il y a des véhicules, tu sens qu'il y a une bonne affaire. C'est vrai qu'on fait de la location de voiture, mais derrière, on a le potentiel de faire de l'achat et de la revente aussi. Donc, pourquoi pas en profiter? Parce que la Tesla, le Cybertruck, quand il va sortir, des gens seront prêts à ne pas attendre 6 mois, 1 an pour un nouveau. Ils vont vouloir payer ça, histoire de payer un peu plus, quoi. Ouais, clairement. Et là, moi, je vais le revendre. Hein. C'est comme je te disais, la connaissance qu'il y avait une Lamborghini ou chez Porsche et tout ça. Il me dit que tant que tu as une configuration pas trop exotique, que ce soit sur la couleur et ses options, ben en fait, toi, tu permets aux gens d'accéder à une Lamborghini en une semaine, alors que tandis que tu aurais dû attendre 1 an ou 1 an et demi pour l'avoir. Donc, ouais, clairement, c'est. Mais, comme tu le disais, c'est immobiliser aussi beaucoup de fonds pour faire ce genre d'opération. Donc, ça aussi, tu dois savoir dans quoi tu es en train de le mettre. Ouais. Tu dois être sûr de ton coût, quoi. Tu comprends? Tu dois être sûr de ton coût et savoir que même s'il y a la guerre demain dans un pays voisin, ça ne va pas changer les perspectives, quoi. C'est ça. Dans les nouvelles générations, TikTok, tu vois, Instagram et tout ça, peut-être aussi, je sais pas ce que tu en penses toi sur les autres réseaux, mais je pense qu'il y a d'autres réseaux aussi qui peuvent drainer des personnes différentes, donc pas hésiter aux gens à s'abonner en fait sur tous les canaux et pas que sur YouTube, quoi. Parce que moi je le remarque sur mon compte TikTok, tu vois, maintenant ça commence vraiment, c'est une exponentielle, quoi, le truc, quoi. Non, TikTok, c'est TikTok. Des gens qui viennent, qui sont intéressés, des passionnés d'automobile et tout ça, donc ouais, sur tous les réseaux, je crois que c'est important d'y être, quoi. Ok, vous avez retenu la leçon. Donc, Romain, ça fait plaisir de t'avoir interviewé encore cette année. J'espère que l'année prochaine, on réessayera et on aura encore de meilleurs résultats
à partager. Ben ouais, ça marche. J'essaierai aussi de passer de voir à Paris, dans ton garage. Ça fera plaisir, ça fera plaisir. Ok, ce sera tout pour cette vidéo. Vive et non survive, soyons prospères. Ciao. Ciao.